Ouais, donc je suis écrivain de science-fiction. Voilà, plus généralement littérature de l'imaginaire. Je fais un peu de fantastique. Et puis, depuis 8 ans, scénariste cinéma, jeux vidéo et création radiophonique. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes passé du média de la littérature au jeu vidéo? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce média-là en particulier? Ben, en fait, voilà, j'avais moi une position très pure jusqu'ici, qui était d'être purement écrivain. Voilà, c'était le seul médium que je travaillais. Et je me rendais compte que voilà, que les gens qui venaient à la table de dédicace, c'était des gens qui assez perchés, assez voilà, d'un niveau socioculturel, on va dire assez élevé, parce que mes livres sont exigeants, difficiles, avec un registre stylistique assez haut. Et voilà, moi j'ai toujours prétendu faire voilà, faire de la littérature engagée, faire de la littérature politique, essayer de changer le monde ou le regard des gens sur le monde à travers ce que j'écris. Et je me rendais bien compte que je touchais un public voilà, relativement ténu et peut-être pas les gens qui avaient besoin de mes livres ou en tout cas qui avaient besoin d'être bousculés dans leur réflexion, dans leur rapport au monde et du coup je me suis rendu compte effectivement que le jeu vidéo était le médium numéro un pour le voilà pour la nouvelle génération. Déjà en termes de masse, de volume, et ça moi j'étais frappé quand j'ai vu que ça dépassait même en termes de chiffre d'affaires le domaine musical, que ça déplaçait le chiffre d'affaires du cinéma, que c'était devenu la première industrie culturelle, quoi. Et surtout autour de moi, au niveau des ados, voilà, les filleuls, les cousins, etc. Tu te rends compte que ils se construisent à travers ça, à travers le jeu vidéo, à travers la pratique du jeu vidéo. Ils jouent 20 à 25 heures par semaine, donc en dehors du temps scolaire, c'est le premier vecteur de construction de soi, quoi. Tu vois. Et même de développement de certaines capacités mémorielles, cognitives, même culturelles. C'est-à-dire qu'à des moments, je veux dire, tu vois les gamins qui jouent à Assassin's Creed, ils vont découvrir ce que c'est la Renaissance, ce que c'est Florence à la Renaissance à travers Assassin's Creed, quoi, tu vois. Et c'est ça qui va leur amener une certaine vision des choses. Et du coup, qu'on m'a proposé, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de scénariser un jeu vidéo. J'ai dit ok, tu vois. Je me suis dit ok, allons, mettons les mains dans le cambouis, allons-y, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui m'a amené, c'est une espèce d'ambition, de tentative en tout cas, d'apporter du contenu, d'apporter une réflexion, d'instiller, voilà, d'instiller ouais, une sorte de subversion ou un champ vraiment de réflexion dans le jeu vidéo qui parfois est du pur divertissement et parfois ne se pose pas du tout ces enjeux-là, quoi, tu vois, d'amener le joueur à faire autre chose que le fun, quoi, tu vois. Et du coup, vous êtes le cofondateur de Dotnod Entertainment, que vous avez fondé en 2008. Vous avez sorti Remember Me en Ouais. 2013. Et je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de frustration dans votre travail au niveau de la scénarisation, puisque le développement était assez compliqué, il y a eu beaucoup de contraintes. J'imagine que c'est pas du tout pareil que d'écrire un bouquin chez soi et sans contraintes, vraiment libre. Bah en fait, à l'époque, je me rendais pas compte, mais la liberté absolue, c'est l'écriture. Voilà, être romancier, il n'y a pas de secteur, à part la composition musicale, la peinture, enfin, tu vois, les secteurs de création individuelle stricte, où tu es aussi libre, tu vois. Et en plus, quand tu choisis la science-fiction, c'est un secteur extrêmement libre, tu peux tout faire. Donc je venais de la liberté totale et de la solitude totale, hein, qui va malheureusement parfois ensemble, quoi. Et en même temps, c'est ce que je voulais. Je voulais me confronter à un travail collectif, à une création collective, avec les contraintes, avec les compromis, avec les tensions, avec les dissensus que ça génère. Donc forcément, oui, il y a eu forcément des frustrations par rapport à ce mode d'écriture que j'ai pu vivre dans le roman. En même temps, bon, j'ai été la chercher, cette frustration, et elle est constitutive du travail collectif, quoi. Tu vois, tu peux pas imposer. Voilà, j'étais un des 5 cofondateurs, donc déjà j'avais une forme de charisme et de pouvoir dans cette boîte, mais malgré tout, voilà, j'étais obligé de me mettre au service et c'était normal du directeur créatif, Jean-Maxime Maurice, qui est un super directeur créatif en l'occurrence, et qui lui, voilà, posait le gameplay et tu dois te soumettre au game design, c'est normal. Enfin, tu vois, moi je lui ai dit au début, je lui ai dit voilà, je suis au service du game design, c'est toi qui va donner là, c'est toi qui va, un jeu, c'est des mécaniques de jeu, donc il faut s'adapter, tu vois. Maintenant, oui, j'ai des frustrations, notamment sur le personnage principal, tu vois, dans Remember Me, où le personnage que j'avais posé au départ était à mon sens beaucoup plus intéressant que ce qu'on a eu dans le jeu au final. C'est-à-dire j'avais posé un personnage avec des vulnérabilités, des fragilités, qui avait un passé assez particulier, et on a viré lentement mais sûrement à un personnage d'héroïne, quoi, tu vois, relativement classique, tu vois, en tout cas dans sa force, dans sa capacité à se battre, dans sa capacité à affronter les choses. Moi, je voulais jouer beaucoup plus sur l'identification au personnage
par les fragilités. Voilà. Et là, on est sur l'identification par admiration, tu vois, qui est beaucoup plus habituelle. Voilà. Donc ça, c'était une frustration. Mais bon, en même temps, voilà, tu vois, en même temps, il y a une équipe derrière, des gens qui modèlent, il y a des gens qui choisissent, il y a des gens qui et c'est marrant parce que les gens croient, par exemple, que c'est l'éditeur, tu vois, que ça a été Capcom. D'abord, on a eu Sony comme éditeur, puis ensuite Sony nous a lâché, puis on a eu Capcom. Et les gens croient que c'est l'influence des éditeurs sur le jeu qui aboutit à ça ou qui aboutit à les frustrations. Et la vérité, c'est pas vrai, quoi. Tu vois, sur ce jeu-là, les éditeurs ont eu extrêmement peu d'impact parce que Sony nous a laissé pas mal faire ce qu'on voulait. Et quand Capcom est arrivé, la moitié du jeu était faite, quoi. Donc il y avait très peu de possibilités pour eux d'infléchir le jeu. D'ailleurs, on l'a très peu infléchi. D'ailleurs, ils nous ont voulu de pas l'avoir infléchi. Et même, ils nous l'ont fait payer en termes de marketing parce qu'ils n'ont pas poussé le jeu comme ils auraient pu le pousser. Mais on peut dire que c'est un jeu sur lequel on a tenu vraiment notre barque, quoi, tu vois, et notre cap, quoi, tu vois. Ça a été un jeu fait vraiment dans des conditions, je trouve, indépendantes, même si c'est un triple A. Donc, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les contraintes, la censure, l'autocensure, etc., elle vient de l'équipe en interne, tu vois, elle vient vraiment de l'équipe en interne. Et ça vient pas forcément d'une idée de vouloir complaire à l'éditeur ou au marché, ça vient plus d'une culture, tu vois, d'une culture commune qui est celle des séries télé, qui est celle des autres jeux vidéo. C'est des gens, évidemment, on était 80 à Dontnod, c'est des gens qui jouent énormément, bien sûr, qui ont une culture vidéoludique hallucinante, quoi. Moi, j'en ai aucune, mais eux, ils en avaient. C'est des gens qui, à la pause de midi, vont regarder des séries télé. C'est des gens extrêmement cultivés, mais dans la culture, j'ai envie de dire, populaire au sens noble, tu vois, mais vraiment articulés. Ouais, je te dis, cinéma, séries télé, et puis jeux vidéo, quoi, tu vois. Il y a aussi des lecteurs, mais moins. Et, euh, et dans cette culture-là, naturellement, ils tendent à définir des personnages qui se rapprochent de ce qu'ils connaissent aussi, quoi, tu vois, et de ce qu'ils aiment aussi, tu vois. Donc, moi, j'étais 1 sur 80, tu vois, même si j'avais l'espèce de prestance d'être un cofondateur et le charisme un peu que m'apportait le fait d'être un écrivain. Malgré tout, voilà, t'es obligé de se confronter aussi à cette. Et c'est marrant parce qu'au final, tu te dis, le jeu correspond un peu au rêve de l'équipe, tu vois. Et le rêve de l'équipe correspond aussi au rêve des joueurs, quoi, puisque c'est eux-mêmes des joueurs. Tu vois, il y a une sorte de continuum, tu vois, qui se définit. Et puis moi, voilà, j'ai un peu en dehors du jeu. J'ai toujours été en porte-à-faux par rapport aux jeux vidéo, au sens où je suis pas un gamer. Enfin, tu vois, je joue très peu. Je j'aime beaucoup suivre ce qui se fait, mais je joue moi personnellement assez peu, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai toujours une position un peu de franc-tireur, tu vois, dans ce domaine. Et et c'est bien que ceux qui sont vraiment des joueurs décident aussi, tu vois. Donc voilà, donc ouais, frustration bien sûr, mais bon après frustration aussi parce qu'on a créé une bible narrative de 1000 pages à 4, qu'on a réduit à 200 pages et qui dans le jeu se retrouve à hauteur de 2 ou 3%, tu vois. Voilà, on a bâti ça avec Stéphane Beauverger, on a bâti ça avec Léo Henry, qui sont des super écrivains de science-fiction, avec Norbert Merjanian, enfin tu vois, on a fait un très très beau boulot, mais il en reste sûr très peu dans le jeu, mais ce qui est complètement normal en même temps, parce que je veux dire, le joueur il joue, il interagit, il peut pas assimiler de l'information comme ça, quoi. Et oui, du coup, Remember Me, c'est quand même un jeu, comme vous l'avez dit, qui a un scénario travaillé, énormément de pages, ça traite des nouvelles technologies, on est en plein dans le 21e siècle, en plein vers l'aboutissement de ce qu'on est peut-être en train de vivre maintenant. Et pourtant, le jeu a reçu un accueil assez mitigé. Et du coup, je me demande, justement, c'est le gameplay qui a été énormément critiqué. Et je me demande si le gameplay est pas un frein à ce que le jeu vidéo devienne un véritable vecteur de messages, comme vous le disiez dans une conférence à cette édition des Utopiales, et une forme d'art à part entière. Ouais, c'est une question de fond, ouais, une question très profonde en fait quand tu réfléchis au médium, c'est-à-dire que le problème c'est pas que le gameplay est une limite, etc. C'est que le problème que le gameplay est à la fois l'os, le nerf et le muscle du jeu vidéo, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas de jeu vidéo sans un gameplay euh, qui soit fondamentalement puissant, riche, addictif et embarquant, quoi. Tu vois, immersif. Là, sur Remember Me, le souci qu'on a eu, c'est qu'on a associé trois gameplays, un gameplay de combat, tu vois, un gameplay de combat en mêlée, un gameplay de traversal, quoi, tu vois, avec des puzzle games aussi au milieu, et puis un gameplay qui était vraiment neuf, qui était le gameplay sur lequel on a vendu le jeu d'ailleurs aux éditeurs, qui était le memory remix, c'est-à-dire la capacité à remixer la mémoire des gens, et sur lequel on a vraiment, on a galéré d'ailleurs énormément pour le faire, et qui est un gameplay innovant, quoi, tu vois, vraiment, et qui dit innovant dit énormément de temps de réglage,
pour arriver à quelque chose d'intéressant. Et le souci, tu vois, et c'est ça que moi j'ai compris, voilà, si j'ai une leçon que j'ai pu comprendre à travers cette expérience de Dontnod et des 3 ans que j'ai passé, parce que moi j'ai passé 3 ans à faire la direction narrative et ensuite j'ai passé la main à Stéphane Beauverger qui a fait les 3 années suivantes et qui a finalisé le scénario et tout ça. La leçon, c'est que tu ne peux pas envoyer de message si le message n'est pas inscrit dans le gameplay. Tu peux pas faire du gameplay et ensuite rajouter une couche narrative, tu vois. Tu peux le faire, c'est ce qu'on a fait sur Remember Me et c'est à mon avis l'erreur. C'est-à-dire que, ok, la couche narrative est super intéressante, l'univers autour est super intéressant, à la fois graphiquement et conceptuellement, et c'est vrai que c'était salué partout, tu vois. Mais, j'ai envie de dire, c'est du bullshit à partir du moment où c'est juste un décorum, où ça vient juste comme une couche supplémentaire par rapport au gameplay. Si le gameplay porte pas le message, tu as raté ton jeu. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je suis pas d'accord de dire que ce jeu a eu un accueil mitigé. Il a une métacritique à 72-73 qui est quand même pas mal pour un premier jeu. Tu vois, faut savoir que c'est le premier jeu d'un premier studio français. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas mal pour un premier jeu. On l'a quand même vendu à 2 500 000 exemplaires, ce qui est pas rien non plus, tu vois. Donc je trouve pas que c'est un échec, quoi. Tu vois, c'est ce qui a préparé après Life is Strange et qui fait que Life is Strange, on a encore un cran au-dessus, etc. Voilà, faut être modeste, hein, tu vois, tu démarres, tu fais ton premier jeu, c'est comme un premier roman, quoi, tu vois, donc c'était 63 un premier roman, moi je trouve que c'est pas mal. Maintenant, oui, on a été critiqué sur le gameplay, certaines choses, etc. Mais surtout, moi, la critique de fond, si j'avais une affaire au jeu et à ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas compris que tant que je trouvais pas et tant qu'on trouvait pas avec Jean-Max, avec toute l'équipe de game designer, on trouvait pas un gameplay qui sert le contenu de fond qu'on veut véhiculer dans la narration, ça ne sert à rien, quoi. Tu vois, pour te donner un exemple, c'est l'exemple fameux et tout le monde revient à ça parce que c'est le coup de génie du jeu vidéo, quoi. Voilà, c'est le fameux ICO, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que le gars, il a un enjeu de fond. L'enjeu de fond, c'est dire si t'es pas lié aux gens, si t'es pas amoureux, si t'es pas corrélé à ta princesse, tu vois, si t'es pas constamment en lien avec elle, tu vas mourir et tu ne réussiras pas le jeu et tu n'iras pas au bout du jeu, quoi. Tu vois, le gameplay profondément, c'est le lien. Voilà. Donc il faut pas lâcher la main de la princesse, quoi, tu vois. Et quand tu joues au jeu, voilà, le truc fondamental, c'est que tu sens viscéralement que ce lien est décisif et que si tu lâches la main, tu vas perdre, quoi, tu vois. Et donc le message, il dit pas soyez liés aux autres, soyez ouverts aux autres, soyez amoureux, sortez de votre individualisme, soyez altruiste, etc. Il te dit pas ça comme une couche de discours ou de cinématique autour, tu vois. Il te le dit par le gameplay, tu vois. Et du coup, le message, il porte avec une puissance incroyable parce qu'il te rentre dans les tripes, tu le ressens quand tu joues. Et là, t'as quelque chose de fascinant qui se met en place, tu vois. Et ça, c'est une vraie idée de gameplay. Voilà, ça, c'est une idée de gameplay, quoi. Et c'est une idée de gameplay qui n'est pas seulement une magnifique idée addictive, etc., qui n'est pas simplement une idée fun et tout ce que tu veux. C'est une idée qui te transmet des émotions, des sensations et une réflexion sur ce qu'est le lien que t'as pas que t'as dans très peu de jeux, tu vois. Voilà. Donc la grosse difficulté, si tu veux, et moi si je refaisais un jeu, je ferais un très petit jeu déjà indépendant, etc. Je passerais tout mon temps avec les game designers, avec le directeur créatif, à poser la question de dire comment, si tu veux, comment je bâtis quelque chose dont le gameplay soit véhicule de... Et tu vois, autre exemple, sur le jeu de la Horde du Contrevent, ils ont voulu faire un jeu, tu vois, ils ont voulu faire un jeu, Forge d'animation a voulu faire un jeu, etc. Moi j'avais rencontré l'équipe et tout. Après mon expérience de Dontnod, je leur ai dit une seule chose, je leur ai dit voilà, moi je veux un jeu sur le lien, précisément, tu vois. Sur le lien, c'est-à-dire je veux un jeu où le fait que les hordiers soient liés entre eux fait qu'on gagne, tu vois. Et si on n'éprouve pas ce que c'est le lien avec un collectif, alors le jeu sera raté. Alors c'est pas la peine de faire le jeu. Parce que c'est la seule chose que moi je vais véhiculer à travers ce jeu, quoi, tu vois. Le côté RPG, l'univers, le machin, le vent, très très bien, tu vois. Mais si vous ne véhiculez pas le fait que il faut être articulé aux autres, soudé aux autres, lié aux autres, et que c'est ça le cœur du gameplay, il y aura pas de bon jeu possible, tu vois, voilà. Bon, il se trouve qu'ils ne peuvent pas marcher, que ça foirait, etc. Mais voilà, tu vois, c'est une clé. Parce que voilà, j'ai réfléchi en disant, voilà, quel est l'enjeu que je veux véhiculer, quoi, tu vois, et comment le gameplay peut servir. Mais c'est très compliqué de faire ça, tu vois, c'est très compliqué de faire ça. Parce que le gameplay, ça, les gens s'en rendent pas compte. Tu peux reprendre des gameplays de FPS, des gameplays existants, de combats, voilà, corps à corps, en duel, ou de combats de mêlée, ou de FPS, machin. C'est des gameplays qui existent, on sait les maîtriser, on sait les régler, après t'as des variantes. Mais on sait en gros sur quoi ils agissent d'un point de vue tripal, etc. Dès que tu bâtis un nouveau gameplay, une nouvelle mécanique de jeu, c'est extrêmement compliqué de sentir ce qu'elle va amener, ce qu'elle va toucher, en quoi elle va marcher ou pas, etc. Tu vois, c'est un art en soi. Voilà, créer une mécanique de jeu, c'est un art en soi. Et personne aujourd'hui peut se prévaloir de se dire je sais ce que c'est un bon gameplay ou pas un bon gameplay. Tu vois, c'est voilà. Par contre, on sait tous faire des scénarios, on sait tous faire des univers, on peut faire des super univers, voilà, ok, mais tu vois. Donc c'est chaud. Le jeu vidéo c'est très compliqué, ouais, pour ça, vraiment quoi, tu vois.
Et le problème qu'on a, bah, moi écrivain, moi scénariste et tous les gens qui généralement abordent des jeux vidéo comme ça, de l'extérieur, c'est qu'on vient avec notre couche narrative, on fait un très bel univers, on fait un très beau décorum, on met tout ça en place, on fait des cinématiques, on fait des dialogues qui pètent leur mère, tout ce que tu veux. Mais au final, le médium, le médium c'est le message, tu sais, c'est exactement pareil, quoi. Le message c'est le médium, donc le message c'est ce que ton gameplay porte viscéralement, tu vois. Et si ton gameplay est pas, voilà, en tout cas moi j'ai une conviction de ça. Ouais. C'est intéressant parce que vous parlez justement de jeux indépendants, qui serait un peu du coup votre but dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que le jeu vidéo, comme vous le disiez plus tôt, ça devient quelque chose, un empire financier vraiment majeur maintenant. Et donc les AAA proposent de moins en moins d'idées, proposent de moins en moins de messages intéressants. Et du coup, je me demandais si vous pensiez que le jeu indépendant est une porte de sortie pour revenir vraiment à ce qui fait l'œuvre d'art, donc les messages, les émotions, et plus que des jeux type blockbuster américain à très grand budget. Moi, je trouve que la situation est très proche du cinéma là-dessus, quoi, tu vois. Et quand j'entends le discours en disant l'avenir est uniquement dans le jeu indépendant ou l'inverse, les jeux indépendants, de toute façon c'est de la merde, c'est des branlettes d'auteur et puis ce qui compte c'est les gros jeux, etc. Tout ça est débile et manichéen, tu vois, au sens où exactement dans le cinéma, tu peux avoir effectivement des grands films qui fonctionnent très bien et qui sont des films d'arrêt d'essai, quoi, tu vois, il y en a quelques-uns. Comme tu peux avoir des tout petits films qui font 50 000 entrées, qui sont des chefs-d'œuvre qui resteront dans l'histoire du cinéma, tu vois. Et la taille ne décide pas malheureusement de la qualité ou de l'intérêt. Donc ça se juge vraiment au cas par cas. Ce qu'apporte le jeu vidéo indépendant, c'est exactement comme le cinéma d'arrêt d'essai pour moi, quoi, tu vois, ou comme le court métrage ou en cinéma, c'est là que tu trouves les choses les plus originales. Je peux te le dire, moi je suis président d'une commission CNC et dans les dossiers que je reçois, c'est les courts métrages qui sont les plus inventifs, les plus expérimentaux, les plus riches, quoi, tu vois. Et dès que tu passes à un long métrage, c'est beaucoup moins intéressant, tu vois. Donc dans le jeu indépendant, voilà, t'as une capacité d'expérimentation, d'essai, de trouvailles, de prise de risque et effectivement beaucoup plus forte, parce qu'il y a moins d'enjeux financiers. Et généralement, les grandes idées vont venir, enfin vont jaillir du côté des indépendants, quoi, tu vois. Après, moi, pour l'expérience de Dontnod, et ça c'est intéressant, c'est que les tailles moyennes, parce que nous, on est typiquement un studio de taille moyenne, c'est-à-dire que là, on oscille entre 60 et 80 personnes, on va dire, quoi, tu vois. Taille moyenne, budget moyen, c'est-à-dire ce que j'appelle budget moyen, c'est 4, 5 millions d'euros, 6 millions d'euros, quoi, tu vois. Là, il y a une place pour faire des choses vraiment intéressantes. Parce que tu as à la fois les moyens pour amener des vraies compétences dans tes équipes et tu as quand même une liberté relativement forte, quoi, tu vois. Et donc nous, Remember Me, bon, qui a été un budget beaucoup plus gros, mais en tout cas, là, ce qu'on fait sur Vampire, ce qu'on fait sur Life is Strange, etc., on est juste dans cette fenêtre de tir où on a beaucoup de liberté. La vérité, c'est quand même ça. Moi, tu vois tout le baratin sur les grands studios, empêche de, tu vois... je l'ai jamais, honnêtement, je l'ai pas senti, quoi, tu vois, mais je dis honnêtement les choses, hein, tu vois, pour moi, je suis le premier à critiquer le technocapitalisme, à être très critique sur les gros groupes, etc. Mais dans les faits, ce que j'ai vu à Dontnod, c'est qu'on a eu une grosse liberté, voilà. Et sur Life is Strange, on a eu une grosse liberté, on nous a fait confiance, voilà. On nous a fait confiance sur un choix qui était quand même difficile, qui était un choix de dire, putain, on va jouer deux héroïnes de 17 ans, sur un enjeu qui est la perte de l'innocence, tu vois, dans un milieu bon universitaire américain qui est assez classique, etc. Mais en tout cas, les enjeux avec un côté nostalgique, Instagram folk, des trucs qui a priori sont pas du tout orientés gamer. Et d'ailleurs, on s'est fait refuser par énormément d'éditeurs, etc. Et notamment sur les héroïnes, hein, le milieu étant hyper sexiste, le fait de porter les héroïnes en personnage principal, ça a été très difficile à convaincre. Mais une fois qu'on a convaincu Square Enix nous a laissé faire, quoi. Tu vois, il nous a accompagnés, il nous a soutenus exactement comme un éditeur de romans, te soutient, t'encourage et t'aide, tu vois. Et le jeu est un gros succès, tu vois. Donc cette liberté, elle existe sur des tailles intermédiaires, tu vois. Faut arrêter, quoi. Tu vois, à un moment donné. Et sur Vampire, c'est pareil. Moi, j'ai pas du tout senti sur Life is Strange de pression, quoi. Tu vois, normative sur le. Après, la seule pression, c'est l'espèce d'auto-censure, d'auto-pression normative que peuvent avoir les scénaristes ou les game designers. Parce qu'ils connaissent l'industrie et qu'ils vont pas sortir un truc complètement barré, tu vois, ils pensent aussi aux joueurs, machin. Mais malgré tout, ça reste un jeu vraiment original, enfin moi je trouve, dans son approche, quoi, tu vois. Donc c'est possible, voilà. C'est possible en taille indépendante, c'est possible en taille intermédiaire. Après, sur les gros blockbusters, je pense que c'est trop verrouillé, tu vois, c'est clairement trop verrouillé. Ça, dès que tu dépasses 20 millions d'euros de budget, c'est difficile d'innover, il y a trop de peur, tu vois. C'est ça qui est marrant et ça tu découvres, c'est qu'à partir d'un certain montant de budget, c'est la peur qui domine, voilà. Parce que les gens prennent des tels risques financiers, tu vois, les boîtes prennent des tels risques financiers que le marketing devient dominant.
Et le marketing, c'est le règne de la peur. Voilà, c'est le règne de la peur. Ils ont peur. Et comme ils ont peur, ils essayent de copier ce qui s'est déjà fait, ce qui a déjà marché. Ils se rapprochent au maximum de choses qui ont déjà marché. Souvent à tort, parce que justement la répétition fait que les joueurs accrochent plus au bout d'un moment, tu vois. Et c'est pas du tout une garantie en fait que ça va marcher. Mais faut se rendre compte, les gens se rendent pas compte de ça, mais quand tu es directeur marketing d'une grosse boîte et que tu vas défendre un jeu extrêmement original, tu prends des risques personnels très forts. Parce que si ça merde, tu vas être le premier à sauter, quoi, tu vois. Alors que si tu défends un jeu classique, traditionnel, du FPS, des choses qui ont déjà été faites et très proches, si ça plante, tu seras pas mis en danger, tu vois. D'où le fait que ça se joue à des facteurs humains comme ça, quoi. Les mecs, ils ont peur de sauter, donc ils vont se rapprocher de ce qui a déjà marché, où ils sont intouchables. Les mecs vont dire, mais regardez, ça avait marché sur ce truc-là, il y avait toutes les chances que ça marche, tu vois. Donc, et c'est ça qui est marrant, c'est découvrir ce règne de la peur, tu vois. Tu te dis, c'est très marrant ça. Ouais. Du coup, pour continuer un peu sur Dotnod, faut préciser que c'est un studio français. Et du coup, 100% français. Oui, Ouais. 100% français. Et du coup, je me demandais si vous aviez ressenti que vous aviez moins d'aide parce que vous étiez dans un studio français que si vous étiez par exemple comme Ubisoft à Montréal où tous les développeurs vont finalement pour faire leur jeu. Ouais, alors là, je vais m'inscrire en faux sur tout ce qui est dit aussi là-dessus. Moi, je trouve que c'est encore du bullshit total, mais c'est effectivement les idées générales qui sont véhiculées. On est extrêmement aidé en France, tu vois, et quasiment au même niveau qu'au Canada, quoi. Tu vois, faut arrêter ces conneries. L'aide fiscale, elle est colossale sur le jeu vidéo français, quoi. Tu vois, nous, on a été aidés à bloc. Faut savoir que en gros, sur 6 euros de budget, il y a 1 euro qui vient de l'État. Voilà. Donc, sur des budgets, tu vois, Remember Me, on était autour de 20 millions d'euros de budget, peut-être 21, je sais plus. On a reçu 3 millions d'euros tu vois, d'aide de l'État, quand même, tu vois. C'est colossal. T'as des aides aux ingénieurs, t'as des aides à la recherche, t'as des aides, des avances, des sortes d'avances sur recettes, le CNC t'aide, t'as énormément d'aides. Voilà. Colossal, et en plus t'es start-up, donc t'as des aides aux jeunes entreprises, etc. On a été hyper soutenu. Et quand tu t'as 3 millions d'aides, j'ai 3 millions d'aides, c'est pur, tu payes aucun frais là-dessus, quoi, tu vois, t'as aucun truc à rembourser, quoi. Donc faut arrêter avec ça. Enfin, tu vois, on est aidé en France, on est super aidé en France, on est énormément aidé en France au même titre que le Canada et au même titre que pas mal d'autres industries dans le monde, quoi. Alors le Canada, il y a des petits avantages, etc. Mais faut arrêter, c'est bullshit, quoi. Tu vois, on est des gros gâtés, quoi. Tu vois, on est des gros gâtés. La vérité, c'est ça, quoi. Tu vois. Mais alors, pourquoi justement il y a cette idée assez commune que le jeu vidéo français ne marche pas, que la French Touch c'est un peu perdu? Pourquoi cette idée est prédominante? Et ben pourquoi tout le monde, enfin la majeure partie des personnes pensent qu'il n'y a aucune aide en France justement? Est-ce qu'il y a eu un changement à ce niveau-là dans les dernières années? Il y a des changements sans arrêt de législation, ça c'est clair, tu vois, mais les aides continuent à être fortes, quoi, tu vois. Et de toute façon, ils sont pas fous, quoi, tu vois. Dans les gouvernements, ils sont pas fous. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est un des milieux créateurs d'emplois, c'est-à-dire les milieux où on porte aussi les valeurs françaises et les valeurs culturelles françaises. Donc ils aident et ils continuent à aider et puis ça va pas s'arrêter, tu vois. Donc de croire qu'on a été lâché, etc. Non, c'est pas vrai, quoi, tu vois. Ensuite, la French Touch, bah oui, elle existe. Je veux dire, Quantic Dream, il continue à produire. Dontnod a fait des, je trouve, des très bons jeux et qu'on va continuer à en faire. Et des jeux où on crée des IP, ce qui est quand même pas rien. Voilà, t'as des choses que fait Ankama qui sont très bien. Voilà, Ubi, on peut critiquer Ubi, mais il y a quand même des bons jeux, tu vois. Je veux dire, Assassin's Creed, c'est quand même une licence qui tient la route, voilà, qui a été brillante à certains moments, etc. Tu vois, bon. Donc, moi, je trouve pas qu'il y ait de déclin, voilà, je trouve pas du tout, j'ai pas ce sentiment-là. Et je trouve qu'on est très fort pour s'auto-martyriser, pour s'auto-fouetter, on adore faire les caliméros, quoi, tu vois, on adore donner l'impression qu'on est lâché, on adore, tu vois. C'est pareil dans le cinéma français, tu vois, on est toujours là, c'est toujours la crise, tu vois, c'est éternellement la crise, mais je veux dire, on sort 250 films par an quand même, tu vois, on est le deuxième cinéma mondial, on sort tous les films des étrangers, on est la base mondiale de sortie de tous les films étrangers. Voilà, on a la première ville du cinéma au monde avec Paris, etc. Tu vois. Donc faut arrêter tout ce discours, tu vois. Moi, je suis complètement opposé à ça. Je crois pas. Je trouve que la seule chose qui manque, tu vois, et la chance qu'on a eu à Dontnod, il faut le dire, c'est des gens qui prennent des risques sur l'amorçage, c'est-à-dire qui prennent des risques sur des petits studios qui viennent de démarrer et qui prennent le risque de les financer. Voilà. Et nous, on a eu une chance extraordinaire. On a eu un mécène. On peut appeler ça un business angel, un investisseur. Moi, j'appelle ça un mécène parce que c'est vu l'aide qu'il nous a apporté, c'est juste extraordinaire, quoi, tu vois. Quelqu'un qui a cru en nous, qui nous a aidés, qui a mis l'argent
sur la table et qui nous a soutenus à des moments où on était lâchés par Sony, qui nous a soutenus au moment où on avait du mal à faire le joint entre les deux projets, c'est-à-dire entre Remember Me et Life is Strange, et le gars nous a pas lâchés, tu vois. Et c'est ça qui manque. Voilà, il manque des business angels qui ont la capacité à un moment donné de prendre des risques et qui ont pas peur de perdre de l'argent, qui ont une vraie bienveillance, qui, tu vois, c'est plus ça qui manque. Et ces gens-là, ils existent, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a une société malheureusement hyper clivée. Quand tu sais que 85 personnes détiennent ce que détiennent les 3 milliards d'autres, hein, faut savoir les inégalités dans le monde. Hein, c'est-à-dire qu'on a des richissimes milliardaires. Il suffit que ces gens-là, un peu, on arrive à les convaincre, à les séduire et leur dire prenez des risques et aider des petits studios comme Dontnod l'a été. Et nous, notre dimension, ça a été ça. Voilà, c'est clair. Sans cet investisseur, on n'aurait pas existé, tu vois, ça c'est clair. Mais on a été aussi très soutenu par l'État, quoi. Tu vois, voilà. Donc c'est la conjonction des deux, tu vois, et d'une qualité de travail, bien sûr, mais l'existence de Dontnod a dépendu de ces deux facteurs-là, quoi. Ouais. Et pour une dernière question, la vision d'auteur dans le jeu vidéo, est-ce que l'auteur est incompatible justement avec ce média? On a vu Hideo Kojima et Konami, vous en avez sûrement entendu parler, qui s'est fait destituer entre guillemets de son œuvre et donc qui a été viré de Konami, il faut le dire. Donc est-ce que donc lui qui était un véritable auteur et qui prenait énormément de risques c'est finalement mis sur le côté. Donc est-ce que vous pensez que l'auteur est incompatible avec le média du jeu vidéo? Non, je pense pas du tout, et je pense que même il y a des jeux qui sont faits uniquement autour d'un auteur, quoi, tu vois, et de la puissance d'un auteur. Euh, et c'est étonnant que ça soit au Japon que là il y a des destitutions, parce que c'est souvent les Japonais qui ont la faculté justement à reconnaître un génie et à mettre une équipe à sa disposition, tu vois. C'est le cas, tu vois, moi je pense toujours au cinéma avec Miyazaki, quoi, tu vois, où Miyazaki, tu peux le considérer comme un tyran éclairé ou un despote éclairé, etc. Mais voilà, tout le monde était au service de Miyazaki, quoi, tu vois. Et donc la logique, le côté auteur de Miyazaki était imprégné à la totalité de ses films, quoi. Et ça a évidemment parfaitement marché, etc. Et dans le jeu vidéo, pour moi, c'est complètement possible, quoi. Tu vois, t'as des auteurs comme David Calvo, qui est un auteur aussi de la Volt, un écrivain, et qui fait des jeux vidéo avec Ankama et tout, qui lui a une logique de tyran aussi, par exemple, et qui fait d'excellents jeux, tu vois. Et c'est des jeux d'auteur, c'est complètement des jeux d'auteur, tu vois. Et c'était pas impossible que sur Remember Me ou Life is Strange, il y ait ce côté auteur. Et quand tu regardes vraiment Life is Strange, c'est fait avec 3 auteurs, on va dire, quoi. Tu vois, il y a le game designer, il y a le scénariste et il y a le directeur artistique, quoi. Tu vois. Et ces 3 auteurs-là ont porté le jeu de part en part, quoi. Tu vois, ils lui ont donné son identité scénaristique, son identité vraiment narrative, son identité graphique, quoi, et son identité de jeu en tant que gameplay, tu vois. Donc c'est un auteur à 3 têtes, c'est un hydre à 3 têtes, si tu veux, mais c'est une vraie logique d'auteur, tu vois. Donc pour moi, c'est complètement possible. Et il serait possible de trouver quelqu'un qui ait les 3 compétences, tu vois. Ça, c'est complètement possible aussi. Il se trouve que là, on l'avait pas chez nous, mais c'est pas impossible, tu vois. T'as des graphistes qui sont capables, t'as des directeurs artistiques qui sont capables de créer narrativement et qui sont capables. David Calvo en fait partie, tu vois. C'est quelqu'un qui dessine, c'est quelqu'un qui est un excellent écrivain et scénariste. Voilà, et c'est quelqu'un qui est un joueur et qui peut game designer aussi, quoi, tu vois. Donc non, je crois pas du tout. Et peut-être même que ça va plus se développer, tu vois, à un moment donné. C'est-à-dire que quand on va comprendre que certains auteurs sont capables de donner une identité au jeu qui est fabuleuse et une vraie âme, quoi, tu vois, on va peut-être revenir à ça, quoi, tu vois. Maintenant, faut savoir que encore une fois, c'est quand même un médium extrêmement collectif, quoi, tu vois. Et les corps de métier impliqués dans un jeu, tu vois, que ce soit voilà en partant des illustrateurs 2D, puis des modeleurs 3D, puis des leads enviros qui vont faire tous les enviros dans le jeu, puis des codeurs, développeurs, etc., qui vont programmer les gameplays, puis les game designers, puis tu vois évidemment la narration, les scénaristes, les directeurs narratifs, les dialoguistes, plus la couche de son, etc. Tous ces corps de métier là interagissent. C'est extrêmement difficile d'ailleurs de produire un jeu, quoi, à cause de ça, parce que les interactions sont extrêmement nombreuses. Donc il y a une dynamique collective, elle est très saine, très riche et très intéressante, tu vois. Mais ça n'empêche pas que cette dynamique soit fédérée par un auteur. Ouais, ouais. Je pense que c'est complètement possible. Ouais. Donc je crois pas. Après, c'est des cycles, tu vois. Là, voilà, il se trouve qu'ils ont été virés, etc. Mais il y aura un autre cycle, tu vas voir. On aura une autre mode où ça sera la mode des auteurs dans le jeu vidéo, tu vois. Ça va peut-être arriver dans 2-3 ans. On va dire, est-ce que c'est possible de faire un jeu vidéo sans auteur, tu vois. C'est des cycles, voilà, c'est normal. Hein. Et dans le cinéma, c'est pareil, quoi. Tu vois, t'en as qui vont défendre la scénarisation à plusieurs, il y en a qui vont défendre le fait qu'il faut un seul scénariste, il y en a qui vont, tu vois, il y en a qui vont défendre le fait à la française qu'il faut un auteur-réalisateur, c'est-à-dire que le réalisateur doit faire le scénario, d'autres qui disent qu'il faut absolument distinguer les deux. Enfin, tout est possible, voilà, mais
Mais je crois pas que l'auteur va disparaître du jeu vidéo. Une toute petite dernière question. Est-ce que vous allez continuer un peu dans le jeu vidéo, peut-être nous faire revivre ce Remember Me, qu'on se le dise, un univers incroyable, un scénario incroyable, donc vous avez fait un travail vraiment titanesque et je suis pas le seul à le penser, je pense. Donc est-ce que vous allez continuer un peu dans le jeu vidéo? Oui, de fait, parce que de toute façon, je suis associé à Dontnod, donc je fais partie des fondateurs et je continue à faire partie des fondateurs et je continue à m'impliquer dans la stratégie de la boîte, etc. Et surtout à veiller que cette boîte continue à être une boîte indépendante et continue à faire des jeux originaux, tu vois, et qu'on crée ce qu'on appelle les IP, c'est-à-dire des propriétés intellectuelles, en tout cas des jeux qui sont pas les copies de ce qui existe, quoi. Après, si je réinterviens en jeu vidéo, ça sera ouais, j'aimerais bien faire sur l'indépendant, peut-être sur un jeu, sur le jeu de l'ordre du contrebande, si on le relance, tu vois. Ou sur d'autres jeux plus modestes, plus centrés, où l'interaction est plus forte avec les créateurs. Là, ce qui est difficile, c'est quand t'as l'équipe de 80, bon, t'es un peu noyé, quoi. C'est quand même de l'industrie, c'est difficile. Moi, j'aime bien les petites équipes, quoi. Voilà. Donc, je pense que je referai, mais petit groupe, tu vois, petit groupe. Ouais.